ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'on n'est plus nécessairement affilié avec CrossFit, où ce Ok. qu'on a commencé un peu plus notre brand personnel avec les principes de StrongFit surtout. Ok. Est-ce que tu connais un peu StrongFit? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. C'est un entraînement que Julien Pinault a comme créé un peu avec le temps. Puis on utilise beaucoup de sandbags. Je pense que c'est de quoi qui serait vraiment bon justement pour le monde de MMA. Là, tu as tout le temps un sandbag dans tes mains, fait que ça force, ça augmente ta grip. C'est beaucoup apparent au strongman. Ok. Ça, je connais par contre les Strongman Run. Je sais pas si c'est un lien ou pas. Les Strongman Event, c'est ça que tu as dit? Ouais. OK, ben, pas vraiment. On pitch pas de barils, mais tu sais, on peut se mettre à lancer des sacs. C'est vraiment de ramener l'entraînement, de le simplifier en fait, puis d'avoir un objet qui est pas nécessairement comme distribué également comme une barre. Tu sais, c'est de D'accord. travailler avec l'objet qui t'est donné plutôt que de Ok. choisir un objet parfait, puis ben, euh, tu sais, en fait, c'est que ça te force à trouver des tensions musculaires qui sont différentes, tu sais, qui sont meilleures qu'avec une barre où est-ce que tu peux juste ressembler à quelque chose puis finalement rien ressentir. Là, tu es obligé de activer tes muscles pour agripper ton objet du sol, pour, tu sais, on parlait de venir le serrer, tu n'as pas le choix, tandis qu'avec une barre, tu peux juste la passer du point A au point B sans trop savoir qu'est-ce qui s'est passé. De Ouais, fait. Ouais. je trouve que c'est plus fonctionnel dans un sens. Tu sais, ça nous prépare plus à la vie au quotidien là, de travailler avec des objets du genre parce que, tu sais, comme ça me disait, là, mettons, une barre, ben, dans la nature, quand est-ce que tu rencontres un objet qui pèse 300 livres mais qui a un petit diamètre de 28 mm, tu sais, ça arrive pas. Fait que c'est vraiment pour apprendre aux gens comment travailler avec leur corps puis en rendant les exercices plus simples, ben, on est capable de leur expliquer un peu la complexité de leur corps puis être capable de se concentrer vraiment sur leur contraction musculaire parce qu'on leur montre pas une technique difficile comme le snatch, tu sais. Okay, ou l'arracher. On, on enseigne des mouvements simples pour justement voir un peu toute la complexité que le corps a, puis aider les gens à se concentrer plus sur eux-mêmes que sur une technique. Ah, c'est une très très bonne idée. Ouais. Ouais. On n'a pas, je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement, tu sais, le corps humain est déjà tellement compliqué, il est De fait. tellement déjà, tu sais, juste d'en apprendre davantage avec des exercices qui sont simples, ben, je crois que tu peux faire un très, très long bout de chemin, puis pas obligé après ça de compliquer tout avec des mouvements qui prennent des années à maîtriser avant d'être capable de ressentir quelque chose de convenable. Tandis qu'en une session, tu peux sentir de quoi de vraiment intense, puis où est-ce que tu vas apprendre beaucoup plus sur toi en une séance qu'en un an. Tu sais. Puis de rester Oui, en... et puis c'est moins frustrant aussi, donc ça motive plus à continuer et à viser à s'améliorer progressivement. Puis c'est de rester en sécurité aussi là-dedans. Tu sais, on a enlevé beaucoup de mouvements là, comme les muscle-up, les mouvements d'haltérophilie, où est-ce que sont vraiment pas nécessaires pour être en santé. Puis Ouais. c'est ça, notre objectif, c'est que nous, en premier, on soit en santé pendant longtemps, puis après ça, d'échanger ça avec nos membres, mais en ayant des mouvements qui sont complexes, tu sais, ça se posait la question, pourquoi on fait ces mouvements-là si c'est pas pour améliorer notre santé à long terme ou nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire pendant les 5, 6, 7 prochaines années. C'est sûr que pour tous ceux qui font du sport et qui n'en font pas une carrière, normalement, un des premiers objectifs, c'est de ne pas se blesser. On Et c'est l'oublie? clair, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports qui demandent beaucoup d'énergie ou d'efforts physiques qui mènent très rapidement à des blessures et c'est assez dommage parce que ça va à l'encontre de la base de la raison pour laquelle on fait du sport qui est d'être en bonne santé. Et c'est clair que se blesser, ben, ça veut dire ne plus s'entraîner, ne plus avoir d'activité physique pendant une période de temps, Ouais. selon la blessure Ouais. évidemment. Ouais, puis c'est ça. Puis en fait, si ton entraînement t'envoie plus souvent chez le chiro ou chez le physio que si tu n'en faisais pas, ben il y a un problème quelque part, mais on dirait qu'on est un peu aveugle. Là. On est comme, ben non, on s'entraîne fort, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. De fait. Toi, Chris, parle-nous donc un petit peu de toi, ton background. Il y a MMA dans ton nom, mais savoir. Oui, c'est ça. Donc, je suis un passionné depuis plus de 10 ans de MMA. Il y a 5 ans, je me suis lancé en tant que coach. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que
en MMA et plus particulièrement en Belgique où le MMA à cette époque-là était très peu développé, on s'autoproclame coach. Donc à la base, j'avais fait ça parce que j'avais commencé à travailler full-time et ça rendait ma carrière sportive assez compliquée à gérer. Donc je me suis dit que j'allais me concentrer sur la sécurité avec un job full-time et garder le MMA comme passion. Maintenant, je suis quelqu'un qui a un esprit assez compétitif, donc pour moi, m'entraîner sans faire de compétition, c'est pas intéressant. Donc j'avais décidé de garder un pied dans le MMA en devenant coach à temps partiel et en continuant à travailler. Et donc mon but au début, c'était simplement de faire découvrir le MMA à mes amis, à mes proches, pour leur montrer que c'était un sport avant d'être quelque chose d'ultra impressionnant qu'on voyait seulement à la télé. Et puis ça s'est bien passé, ça a fait un peu de bouche à oreille, donc les gens ont commencé à suivre mes cours, des personnes que je ne connaissais pas. Et en tant que fan du sport qui voulait un peu développer la communication en Belgique, j'avais un blog à l'époque où je mettais quelques analyses de combat, breakdown, pré-analyse et pronostic. Et ça a attiré l'attention d'un combattant professionnel qui, à un moment donné, voulait quitter sa salle pour lancer un peu son club, un peu avec un esprit plus libre. Et donc, en fait, il voulait partir de sa salle avec plusieurs combattants professionnels et ils avaient besoin de quelqu'un pour un peu chapeauter et superviser les entraînements. Donc, ils ont fait appel à moi et du jour au lendemain, je suis passé de coach d'initiation à coach professionnel. Wow. Ça, c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, je dirais. Et donc voilà, c'est évolué vers un objectif de vie. Donc actuellement, j'ai encore un boulot full-time qui n'a rien à voir avec le sport. Je suis dans l'immobilier, marketing immobilier. Mais voilà, mon objectif de vie se concrétise et je commence à me développer plus vers le MMA où pour le moment, j'ai plusieurs casquettes, donc manager, coach et organisateur d'événements. Quelle casquette que tu préfères porter? Euh, Chacune des casquettes a vraiment ses bons côtés et ses côtés un peu plus ennuyants ou administratifs, on va dire. Mais la casquette dans laquelle j'ai envie de me développer le plus, c'est le coaching, parce que je trouve que ça englobe beaucoup plus de facettes et c'est beaucoup plus proche de l'athlète. Ça demande plus de réflexion, de recherche sur soi-même et de personal development. Est-ce que tu avais un background d'arts martiaux quelconque ou tu t'es lancé dans les arts martiaux mixtes puis tu as appris à partir de là? J'avais un background en karaté parce que quand j'étais gamin, mes parents voulaient que je sois capable de me défendre. Karaté n'était pas spécialement la meilleure option, mais voilà. C'est pas une insulte envers le karaté, ça Ah. m'a appris énormément de choses et c'est un excellent background pour le MMA. Mais évidemment, en Belgique, on n'avait pas beaucoup d'options il y a une vingtaine d'années. Donc j'avais ce background-là, mais je suis vraiment tombé dans le MMA un peu par hasard et c'est la passion qui a fait que je me suis renseigné davantage sur et le côté combat et le côté sportif et athlétique. Donc j'ai pas de formation, j'ai pas fait les études de kiné ou d'éducateur sportif, mais j'écoute beaucoup. C'est incomparable par rapport à des diplômes, mais c'est vrai que je me renseigne beaucoup via des podcasts, via des articles en ligne. Je suis pas mal de gens qui écrivent des longs articles qui permettent à des gens qui n'ont pas fait d'études, ces études-là en tout cas, de s'améliorer et d'avoir une certaine crédibilité. En fait. On fait pareil. Ouais. Parce Je pense que, que ben, ouais, la passion couplée au renseignement et à l'information a plus de valeur de quelqu'un qui manque de passion et qui a juste un diplôme pour dire j'ai un diplôme. puis surtout, justement, l'expérience, le volume d'expérience que tu peux acquérir en étant passionné aussi, là. C'est une chose différente, là. On est tout le temps en train d'apprendre justement avec passion puis intention. Puis dans l'intention, souvent, de l'enseigner par la suite. Fait que, tu sais, c'est vraiment important pour nous en tant que coach, puis ça a l'air de l'être aussi pour toi, de savoir de quoi tu parles, en fait. Tu sais, on coach par expérience. Fait qu'à partir de là, ben, il faut qu'on acquiert de l'expérience, puis c'est ça qui est cool un petit peu de notre milieu maintenant, c'est que je pense que progressivement, on commence à avoir un peu plus loin qu'un papier ou un diplôme. Tu sais. On commence à aller chercher des gens qui nous apportent des résultats plus que des gens qui ont la certification qui vont peut-être nous apporter des résultats.
Oui, de fait, je pense qu'il y a plusieurs axes au coaching, notamment. Il y a le côté pédagogique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de bouffer des bouquins et d'avoir une connaissance incroyable, mais qui, pédagogiquement, sont pas intéressants parce qu'ils n'arrivent pas à transférer l'information. Il y a clairement le côté passion qui va nous garder au top de l'information à tout moment de sa propre carrière. Et puis, enfin voilà, c'est déjà deux axes. J'avais un troisième en tête, mais je crois il m'est sorti de la tête. Il me reviendra peut-être. Ah oui, c'est ça, l'entente avec les athlètes, évidemment. Je pense qu'il faut une bonne communication. Et il faut que les athlètes nous fassent confiance en tant que coach. Et il faut que nous, on soit proche d'eux et qu'on ait envie et qu'on croit aussi en leur possibilité de réussir dans leur domaine. Puis souvent, on dirait qu'on se bloque aussi à enseigner aux autres juste parce qu'on pense qu'on n'en sait pas assez. Mais pour enseigner quelque chose, il faut seulement être peut-être 1% meilleur que la personne à qui on va l'enseigner, puis avoir après ça la bonne façon de l'enseigner, de choisir les bons mots, bon, ben ça fonctionne pas, mais je vais essayer une autre façon. Puis comme tu disais tantôt, ça te force à réfléchir. Ça te Ouais. force à, bon, ben OK, comment je fais pour inculquer ce principe-là à cette personne pour qu'elle puisse comme, poursuivre son évolution. Puis justement, de ne pas se bloquer par j'ai pas de papier, mais plutôt y aller dans le sens que il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je peux partager à cette personne-là, ben bloque-toi pas parce que tu n'as pas encore les recommandations ou tu n'as pas encore un papier ou comme let's go, vas-y, puis tu vas voir, comme toi, si tu n'avais jamais commencé, si tu avais toujours attendu ton papier, mais cette opportunité-là serait probablement jamais arrivée. Oui, c'est ça. De toute façon, tout le monde a commencé en étant débutant. C'est un peu ça la logique. Et il faut juste, comme disait Nick juste avant, il faut d'abord prendre la connaissance du domaine dans lequel on veut enseigner. Et une fois qu'on a cette connaissance, on peut la donner à ceux qui ont moins de connaissances, la partager. Et puis tout augmente avec l'expérience. Plus on a de l'expérience, plus on peut enseigner et partager cette connaissance. Est-ce que tu dirais que le métier que tu as fait dans l'immobilier t'a amené à être un meilleur coach? Moi, je suis du genre à penser que tout est lié et on peut traduire tout ce qu'on apprend dans un milieu, on peut facilement le traduire dans un autre milieu. Là, évidemment, en immobilier, je suis axé sur le marketing et le marketing est ultra important dans le milieu du sport. Surtout, enfin, j'ai pas envie de dire surtout en MMA, mais le MMA n'est pas du tout une exception où savoir se vendre peut mener à des meilleures carrières. Donc, effectivement, en tant que quelqu'un qui travaille dans le marketing en immobilier, tout ce que j'apprends dans le marketing en général, je peux le transmettre à mes élèves pour qu'ils deviennent plus visibles sur la toile et ce qui leur donnera plus d'opportunités de combattre dans des plus gros événements. Puis dans le marketing immobilier, est-ce que tu as fait des études dans ça ou ça a été le même principe? Tu as appris Alors, par toi-même? ça a été le même principe. J'ai fait des études d'informatique en fait et j'ai été consultant pendant 7 ans. Consultant en informatique puis en management et à un moment j'ai enfin pas pété un plomb mais je pensais avoir fait un peu le tour de ce milieu-là de consultance et je voulais faire une redirection de carrière et en fait là je travaille pour un de mes amis d'enfance qui avait ouvert son agence immobilière 4 ans plus tôt et on était juste allés luncher ensemble et au fil de la conversation, on s'est rendu compte qu'on pouvait bosser ensemble, que mon profil pouvait l'aider lui, et que ce que lui recherchait, c'était une redirection de carrière assez idéale par rapport à mon état d'esprit de ce moment-là. C'était il y a presque 2 ans. Et donc voilà, je suis un peu tombé dans le marketing par hasard, et effectivement, au début, j'ai dû beaucoup me renseigner, apprendre, voir comment ça fonctionnait, et mettre en pratique, et maintenant, l'expérience commence à venir. As-tu des mentors? Pardon? As-tu eu des mentors qui t'ont aidé, des gens que ça faisait longtemps qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient, puis ils t'ont juste pris sous leur aile, puis ils t'ont comme un peu guidé ou ça a vraiment été Ça a été seul? très autodidacte en fait. Ouais. Donc là, on est une société de 3 personnes. Oh, wow, Donc, OK. il y a le patron, il y a un agent immobilier et puis il y a moi. Ce qui OK. fait que ben oui, j'étais un peu face à moi-même. Maintenant, voilà, pour être honnête, le marketing m'avait toujours passionné et intéressé. Voilà, j'avais ma page Facebook, enfin, j'ai toujours ma page Facebook sur laquelle je communique énormément et ça donnait déjà des indications sur comment communiquer en ligne parce qu'au final, on va dire 80% du marketing immobilier, ça se passe via les réseaux sociaux et donc j'avais déjà une très bonne base à ce niveau-là. Puis concernant le MMA, ce que tu coaches, est-ce que tu coaches des athlètes qu'on connaît ou est-ce que…
Ça Alors, au s'en vient. Canada, vous connaissez peut-être une de mes athlètes parce qu'on est venu 3 fois à Montréal combattre. Hmm. C'est Gris Takeout. Elle a combattu 3 fois au TKO. Donc, c'était je suis très mauvais avec les années. Je crois que c'est en 2017. OK. Voilà, ceux qui écoutent le podcast à partir du Canada et qui suivent un peu le MMA, ils connaissent probablement la promotion TKO qui est gérée par Stéphane Patry. Et on y a participé 3 fois. Sinon, il y aura certainement des Européens qui vont écouter. J'ai 2 combattants qui sont au Cage Warriors, qui est un peu la plus grosse promotion européenne de MMA. C'est le tremplin européen vers l'UFC. Et d'ailleurs, j'ai un petit poster là avec un de mes combattants ça c'était un combat au Cage Warriors. Donc il y a Brian Boulan et Donovan Desmaé qui sont, on va dire, parmi les plus connus de mes athlètes. Puis tu dirais comment tu fais pour devenir connu? Est-ce que c'est juste parce que tu as du talent ou comme tu disais tantôt, c'est une dose, c'est beaucoup de talent, beaucoup de travail, puis après ça, ben, c'est le travail de te faire connaître. Est-ce que c'est comme je peux penser à Conor McGregor qui est super volubile puis qui a pas peur de se montrer puis qui fait un show? Est-ce que tu dirais que tu as besoin absolument de ça ou tu peux juste avoir un autre chemin? Je pense qu'il y a plusieurs chemins. Le plus important, c'est d'être soi-même ou en tout cas d'assumer ce qu'on veut faire transparaître. Par exemple, McGregor, je pense que c'est un excellent exemple dans ce cas-là. Euh, il est tellement fort d'en faire croire que c'est quelqu'un d'arrogant et de chauvin que les gens le considèrent comme quelqu'un d'arrogant et chauvin. Je suis assez persuadé que pour tous ceux qui le connaissent personnellement, il a complètement une autre image que ça, mais il a réussi à travailler cette image et euh, il s'est donné la personnalité qui mène le plus rapidement vers une reconnaissance en ligne absolue. Il y a d'autres chemins, par exemple, on prend l'opposé de quelqu'un qui remplissait des stats, c'est Georges Saint-Pierre. Je ne prends pas l'exemple par hasard non plus, c'est mon combattant préféré. Et voilà, lui, il est resté assez timide, assez discret, assez simple, toujours être respectueux, et il est reconnu mondialement de la même manière que McGregor. Évidemment, c'était à une autre époque, il n'a pas gagné les mêmes sommes que McGregor, mais il a pris un chemin complètement différent, qui était beaucoup plus martial, on va dire, et qui a fonctionné aussi. Évidemment, les résultats étaient là, ce qui aide toujours. Donc, je pense que c'est un équilibre entre le talent plus le travail, ou l'absence de talent et encore plus de travail, la volonté de réussir, et évidemment la capacité à se mettre en avant d'une manière ou d'une autre, mais je pense que le meilleur moyen d'être connu et respecté, c'est via l'authenticité. Et que ce soit une authenticité plus négative comme McGregor est perçu, ou plus positive comme Georges Saint-Pierre, Ouais. les deux mènent à un objectif atteint en termes de reconnaissance du milieu. Ouais, puis quoi que j'ai pas écouté beaucoup de combats de Conor McGregor, mais quand il termine son combat, c'est vraiment très respectueux envers son adversaire. Ils ont passé des mois à se détester, mais dès que c'est terminé, puis ils se serrent dans leurs bras. Puis j'ai toujours trouvé un peu confrontant de voir l'image avant de Conor, puis l'image après, de voir, wow, il est vraiment humble. Il a perdu, par exemple, puis il va quand même aller juste très, très respectueusement serrer l'autre dans ses bras, puis le féliciter pour son beau travail. Ouais, c'est là où on voit tout le contraste de son personnage, où avant le combat, il a une attitude très provocante, on va dire, parce qu'il sait que ça va en plus. Soit il va se faire détester pour cette attitude, soit il va se faire adorer, parce que beaucoup de gens aiment bien cette attitude. J'en fais partie, ça fait partie du spectacle, selon moi. Mm-hmm. Et peu importe dans quelle catégorie tu te retrouves, que tu le détestes ou que tu l'adores, tu vas vouloir regarder son combat. Donc tu vas payer pour son combat, et lui, il s'en met dans les poches. Donc c'est un peu ça son objectif, c'est évidemment de gagner plus d'argent. On peut pas lui en vouloir de le remplir via ce moyen-là. Mais effectivement, juste après le combat, et on l'a vu notamment, surtout quand il perd, quand il gagne en général, il garde un peu son arrogance dans l'interview post-combat, mais quand il perd, il reconnaît la réalité du sport, où tu vas te retrouver de temps en temps du côté de la victoire, de temps en temps du côté de la défaite. Et je trouve ça très très beau en fait d'avoir ce petit moment où il redevient très humain, très abordable, on va dire. Et puis la semaine d'après, il recommence son trash talk. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu son documentaire sur Netflix?
Pas encore. Pas encore? Pas encore. En fait, je pense qu'en Belgique, il est pas sur Netflix belge. OK. Donc, j'attends de voyager pour le regarder. Mais je suis très, très impatient de pouvoir le Ouais. voir. Ah ben, je t'en dirai pas plus, mais je vais t'en dire quand même un peu. Vas-y, je t'en prie. C'est, c'était, c'était, c'était vraiment impressionnant de voir l'éthique puis la discipline qu'il pouvait avoir envers son sport, puis le sérieux. Tu sais, on le voit justement faire le fou, faire un show, faire un spectacle, puis quand il est à l'entraînement, il est à l'entraînement, puis tu peux pas comme imaginer à quel point il est focus puis il est dans son art. Ouais. Puis c'est d'une beauté, puis ben, je te le recommande vraiment. Ouais, mais j'ai Ouais. vraiment hâte de le regarder parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué en disant que son trash talk l'a mené à avoir des titres, etc. Mais tu sais pas avoir des titres juste avec un trash talk, tu dois encore gagner tes combats derrière. Et il a battu de très très gros noms. Donc effectivement, le boulot était derrière. Et effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui proportionnellement passait plus de temps que d'autres athlètes sur la communication, mais cela n'empêche qu'il passait suffisamment de temps sur ses entraînements pour en arriver au niveau où il est. Est-ce que tu as une manière de coacher, pas de coacher, mais de sélectionner un petit peu les gens que tu vas entraîner? Parce que j'imagine qu'être coach de MMA, ça prend quand même du temps. Tu ne dois pas faire vraiment du coaching à distance comme on peut faire dans l'entraînement physique. Il faut que tu sois là et tu regardes un petit peu l'athlète. Est-ce que tu as un processus ou est-ce que tu as des critères, des valeurs que tu aimes voir chez quelqu'un avant de savoir que tu vas, avant de prendre décision de l'entraîner? J'avoue que j'ai jamais, je vais pas dire que j'ai pas réfléchi à la question, mais j'ai pas vraiment mis ça sur papier. Je travaille beaucoup au feeling. Donc effectivement, ben, chez nous, en fait, on a, si tu veux, on va dire qu'on loue une salle pour donner cours et nos cours sont ouverts à tous. Donc n'importe qui peut venir. Avec l'expérience, quand quelqu'un vient chez moi le premier mois en parlant d'UFC, je vais directement calmer la personne en disant de revenir me parler dans 6 mois parce que le nombre de personnes qui viennent me bouffer 10, 15, 30 minutes avec leurs objectifs de carrière et puis 2 semaines plus tard, je les vois plus, ça me fait perdre un temps assez dingue. Donc, je vais pas dire que j'ai un processus de sélection. Tout le monde est bienvenu au cours. Je donne cours de la même manière à tout le monde, c'est-à-dire que je donne l'exercice, je vais voir dans chaque groupe et je prends le temps qu'il faut pour enseigner les techniques correctement. Maintenant, effectivement, les discussions plus carriéristes se passent au moment où moi je considère que la personne est déjà prête à la compétition. Et quand je donne des cours, évidemment, je vais mettre plus de temps sur quelqu'un qui a une compétition qui arrive que quelqu'un qui est juste là pour le fun, évidemment. Même si je donnerai du temps à celui qui vient juste pour le fun parce que il est là pour apprendre et il mérite d'avoir le temps du coach pour corriger ses techniques, par exemple. Oui, aussi. Puis est-ce que tu penses que c'est un phénomène récent, en fait, que je dis les jeunes, mais parce que souvent, c'est les jeunes qui se lancent dans le MMA. Tu ne te lances pas nécessairement là-dedans à 35 ans. Ben, en fait, pour le fun, peut-être, mais la discussion est différente. En fait, est-ce que tu penses que c'est un phénomène récent ou est-ce que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui réalisent tous les efforts qu'il y a derrière pour se rendre à la UFC? Parce qu'on Je l'a vu pense, quand même en CrossFit beaucoup dans les premières années où le monde venait s'entraîner et était comme dans 2 ans, je vais aller aux régionaux. Ben, peut-être pas. Là. Je veux dire, il va falloir comment se concentrer sur la base, commencer par avoir une base solide, puis après ça, on verra. Mais commence par mettre l'effort, puis ensuite, on discutera de ça. je pense que oui, je pense que c'est ça dans beaucoup de sports. Hein, on peut même prendre le football ou peu importe quel sport. Euh, Quand quelqu'un de non initié regarde ça à la télé, il a l'impression que ça s'apprend relativement vite. Et étant donné que, par exemple, on peut prendre le basket, en NBA, 5 joueurs de NBA vont jouer contre 5 joueurs de NBA, ça diminue. J'ai l'impression que le fait qu'ils soient tous à un niveau élite, ça diminue le côté impressionnant de leur capacité athlétique parce qu'ils sont tous à un niveau élite. Donc quelqu'un de non initié, il va pouvoir se voir sur le terrain parce que il n'arrive pas à comparer à quel point ils sont rapides, à quel point ils sont agiles, à quel point ils sont puissants. Et à mon avis, c'est pareil pour le CrossFit ou pour le MMA. Quand on voit ça à la télé, on se dit, ah ben moi aussi, je sais me déplacer, moi aussi, je sais envoyer un coup de poing. Mais au final, la première fois qu'ils se voient dans un miroir en train de faire un shadow, ils réalisent qu'ils sont un peu loin du compte. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui, après 6 mois d'entraînement, qui commencent à voir la réalité du sport, se
pense, capables d'arriver trop vite à l'UFC parce qu'ils ne se rendent pas encore compte de à quel point il y a une différence de niveau entre ne fût-ce qu'un professionnel débutant et un combattant de l'UFC. Je pense que le meilleur moyen de faire un reality check, c'est de faire pas faire une compétition, mais ne fût-ce que faire un entraînement contre quelqu'un de ce niveau-là. Et pour le CrossFit, j'imagine que si quelqu'un est un peu trop en surconfiance par rapport à ses capacités, c'est simplement de lui faire un WOD qui a été réalisé par Matt Fraser, c'est Matt Fraser ou Fraser, euh, et comparer son timing par rapport à celui de Matt. Et je pense que ça ferait un très bon reality check pour lui faire comprendre qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver aux régionaux. Oui, de prendre conscience justement que tout ce monde-là, c'est un peu des maîtres de l'horreur. Je veux dire, quand tu les regardes faire, ça a l'air vraiment facile justement parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils font. Puis ça prend quand même un certain nombre d'années avant d'arriver là, puis un certain nombre d'années de pratique délibérée. Est-ce que tu sais, mettons en moyenne, en combien de temps ou à quel âge les gens se rendent à la UFC, mettons? Combien de temps d'entraînement ça prend en moyenne? Il y a eu beaucoup d'exemples. Il y a eu un exemple, mais généralement chez les poids lourds, ça va plus vite parce que il y a moins de poids lourds, donc le recrutement est entre guillemets plus ouvert, on va dire. Il y a déjà eu des exemples de poids lourds qui avaient jamais fait de sport de combat et qui en 5 ans d'entraînement arrivent à l'UFC. Ça, c'est vraiment les exceptions. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui s'y met aura besoin de minimum 10 ans pour arriver à l'UFC, sauf les gros talents et les bosseurs extrêmes qui ont peut-être des parents derrière eux qui leur permettent de s'entraîner un peu plus et qui ont plus de moyens comme ça. Mais je dirais que la moyenne de quelqu'un de très motivé, avec un minimum de talent et une vraie détermination et discipline, on devrait viser les 10 ans d'entraînement. Encore une fois, voilà, les poids lourds reposent beaucoup moins sur l'explosivité. Donc, un poids lourd pourrait très bien commencer à 25 ans et débarquer à l'UFC à 35 ans. On voit notamment chez les poids moyens et les poids lourds, il y a eu des champions à 39 ans très récemment, Daniel Cormier et Michael Bisping. Évidemment, chez les plus légers, la vitesse, l'explosivité a plus d'importance et le pic athlétique en général, c'est, je sais pas, vers 28 ans, je dirais. Donc, il faut s'y mettre évidemment un tout petit peu plus tôt si on espère arriver à l'UFC. C'est quand même âgé, mettons, comparé à, tu sais, j'ai la Ligue nationale en tête souvent parce que les jeunes rentrent à 18, 19 ans, puis ils sont déjà des superstars. Là. Ça doit être vraiment difficile, ça, sur le mental, en fait. Si je me rappelle un peu qui j'étais à 18, 19 ans, de dealer avec ça, des millions dans mes poches, puis être une star, je sais pas comment j'aurais pris ça, en fait. Non, c'est clair, mais c'est vrai qu'il y a il y a des exemples de gars qui arrivent à l'UFC à 19 ans. Rory McDonald, un Canadien qui en est un des exemples. Euh, mais évidemment, c'est encore un sport nouveau, donc c'était assez rare, mais ça devient de plus en plus fréquent d'avoir des jeunes qui sont proches du niveau UFC. La seule difficulté, c'est que l'UFC va pas recruter quelqu'un qui a 3 combats professionnels. En général, on va dire que 6 combats professionnels est le grand minimum pour arriver à l'UFC. Il faut que ce soit 6 belles victoires. Et déjà, avant d'avoir 6 combats professionnels, c'est assez rare de les avoir à 18 ans ou 19 ans. On passe très rarement pro quand on est mineur et on sait difficilement combattre plus de 3 fois l'année, surtout dans les pays européens. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, c'est l'exception européenne. Il y a moyen de combattre plus fréquemment, mais évidemment, il y a des pays où il y a moins d'événements où si on combat 3 fois sur l'année, c'est déjà énorme. Ouais, est-ce que si tu combats 3 fois par année, tu es toujours en train de te préparer pour un combat? Puis ensuite de ça, est-ce que tu as une phase un peu plus calme avant ton prochain combat ou tu es tout le temps en train tu te reprépares, puis tu te reprépares, puis tu te reprépares? Moi, j'aime bien la logique d'être toujours prêt parce que, comme je disais, en Belgique, c'est difficile d'avoir des opportunités et il y a beaucoup d'opportunités qui viennent en ce qu'on appelle en short notice en MMA, c'est remplacer quelqu'un qui est blessé. Donc, le fait d'être tout le temps prêt à combattre, ça permet de prendre des opportunités de dernière minute. À un niveau plus élite, je pense que c'est beaucoup plus facile de programmer. Les combats sont prévus entre 8 et 12 semaines à l'avance, ce qui permet d'avoir vraiment un programme d'entraînement sur 12 semaines où on gère l'intensité de manière périodique et professionnelle.
Après le combat, on prend toujours 1 à 2 semaines de repos avant de se remettre progressivement dans un moule d'entraînement. On peut facilement, dans les plus grosses promotions, on peut facilement communiquer, je pense, avec les promoteurs en disant, voilà, je viens de faire 3 combats cette année, j'ai envie de prendre 6 mois de pause et pendant les 6 mois de pause, j'ai envie de travailler sur mon VO2 max ou des choses qu'on ne sait pas travailler. La difficulté en MMA, c'est que les entraînements sont tellement prenants que s'entraîner intensivement en MMA, c'est compliqué de combiner avec un entraînement plutôt axé sur strength and conditioning intense aussi. Donc, c'est bien d'avoir des moments de pause en MMA pour travailler sur des skills importants comme la vitesse, le cardio ou la force pure ou l'explosivité dans des périodes où on n'a pas de combat prévu. Et à quel point, en fait, comment vous dosez ça? C'est sûr que ça doit y aller selon s'il y a un combat qui s'en vient ou pas, ou si vous pouvez vous permettre une pause un petit peu plus calme, mais comment vous savez qu'un athlète devrait prendre une petite pause peut-être de technique de combat pour aller à la salle? Ça se ressent surtout à la motivation. J'ai toujours tendance à dire qu'un athlète qui est motivé à l'entraînement et qui fait bien les entraînements et qui se donne chaque fois à fond, je vais pas le freiner parce que c'est là où il progressera le mieux. Quelqu'un qui va venir en retard alors qu'il travaille pas avant, de manière assez systématique, ou quelqu'un qui ne montre pas de motivation à faire le extra step dans les entraînements un peu plus compliqués, c'est à ce moment-là que je vais lui conseiller de prendre peut-être ne fût-ce qu'une semaine de pause, ça fait toujours du bien. C'est une semaine sans s'entraîner quand on a l'habitude de s'entraîner 4 fois par semaine. C'est là où on ressent un manque et le manque, ça va permettre de se remotiver assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Là, c'est un peu par athlète. On sait que certains vont être capables de s'entraîner 3 ans d'affilée sans prendre une semaine de pause et garder une motivation et gérer le surentraînement. Et puis, il y en a d'autres qu'il faut un peu plus gérer parce que ils ont un mental tellement fort que leur physique ne suit pas. Et cela, il faut vraiment essayer de les calmer. Et le meilleur moyen, je trouve, c'est de leur expliquer que on sait s'améliorer sans s'entraîner. Il y a je pense que tout est lié. En MMA, certainement, la méditation, la relaxation, la visualisation sont 3 éléments qui sont primordiaux pour une bonne carrière, je pense, en MMA. Et pendant les semaines de pause, c'est très, très bien de pouvoir travailler sur ces aspects qui sont très difficiles à bosser et qui demandent de l'entraînement également. Est-ce que vous enseignez ça, de la méditation, la visualisation, ou est-ce que vous donnez les ressources à vos athlètes? Alors pour le moment, voilà, comme moi je fais ça en dehors d'un boulot full-time, je considère que les gens qui viennent à mon cours, c'est pour apprendre du MMA. Et j'aime bien le fait de rendre mes athlètes assez autonomes, c'est-à-dire se poser eux-mêmes les questions, qu'est-ce qui me manque, est-ce que j'ai besoin de m'améliorer en conditions physiques, en méditation, etc. Et s'ils ressentent ce manque, ils peuvent évidemment venir m'en parler. Mais n'étant pas un expert dans tous ces domaines-là, je préférerais alors les rediriger vers des gens qui sont experts là-dedans. Moi, j'ai profité de ce confinement maintenant pour suivre quelques formations, notamment sur méditation, relaxation, mais aussi sur la physiologie et la psychologie sportive. Donc, je vais pouvoir mettre ça un peu plus en place. Je ne vais pas dire pendant mes cours, mais je vais pouvoir peut-être donner des sessions en dehors des heures de cours à ceux qui sont intéressés par ce genre de parallélisme entre les sports. Mais voilà, les cours de MMA, je considère que c'est vraiment fait pour apprendre le MMA. Et donc, je ne fais pas des échauffements hardcore où on travaille et force et cardio et en plus MMA. On se concentre vraiment sur l'apprentissage technique de notre sport. Ceux qui veulent compléter avec des entraînements physiques ou musculaires, c'est à eux à se renseigner et à le faire sur le côté, même si en tant que coach, je suis toujours disponible pour la discussion. Est-ce que tu dirais que les clients que tu as ou les athlètes que tu as sont conscients de l'importance, mettons, de ça, de la méditation, de leur alimentation, de leur sommeil, de leur habitude de vie? Est-ce qu'il y a une conscience dans ça ou ils ne voient pas vraiment l'intérêt? La plupart en voient complètement l'intérêt, notamment Brian Boulan. Donc, Brian Boulan, c'est un de mes combattants les plus avancés, celui qui est un de ceux qui est au Cage Warriors. C'est lui qui est venu me contacter pour lancer en fait l'équipe. Donc, c'est lui le créateur de Red Kings. Et lui est conscient de toutes ces choses-là. Donc, l'avantage, c'est qu'il est ultra respecté par tous les élèves. C'est vraiment le leader de l'équipe. Et le fait que lui fasse de la visualisation, se renseigne à mort sur la nutrition et mettre tous les curseurs au maximum pour sa carrière, ça influence positivement tous les autres élèves à en faire de même. Donc je pense que
Ils sont plus ou moins tous conscients de l'importance. Maintenant, il y en a encore pas mal qui sont plus figés sur les résultats directs. Donc évidemment, faire de la musculation, on s'améliore parce que la semaine d'après, on peut mettre 10 kilos en plus ou faire 2 reps en plus. Évidemment, en méditation, en visualisation, c'est moins tangible. On sait pas écrire, ah tiens, j'ai fait 12 minutes de méditation la fois passée, j'avais du mal à rester concentré pendant 12 minutes. C'est un peu moins métrique, on va dire. Mais voilà, maintenant que je me forme un peu sur ces aspects-là, je vais essayer de le mettre beaucoup plus en avant dans mes communications avec mes élèves. Quels seraient les avantages, quelques-uns de ces avantages que te donne la méditation puis la visualisation dans le contexte de la MMA? Je pense que le plus gros, c'est la confiance en soi. Je pense que la visualisation et la méditation, ça permet de vraiment avoir une vraie confiance en ses capacités. Et la gestion du stress, la gestion des émotions, le combat. Dans beaucoup de sports, on dit généralement que c'est très important qu'à l'entraînement, on puisse créer un environnement de compétition. Je pense que c'est quelque chose d'assez réalisable pour tout ce qui est athlétisme, par exemple. En MMA, c'est très compliqué. On va pas dire à deux gars de se rentrer dedans jusqu'au KO parce que c'est mauvais pour le cerveau. Donc, c'est très difficile de mettre un athlète de MMA dans une situation de combat où il y a une vraie cage, un vrai public, la peur de se remettre KO devant un public, des caméras et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que la visualisation permet de s'approprier toutes ces sensations qu'on ressent quand on monte dans la cage pour un vrai combat. Et, et le fait de pouvoir de travailler la visualisation d'un combat, ça permet de faire la paix un peu avec toutes ces émotions qui sont difficiles à gérer, que ce soit le stress, l'adrénaline, ça fait monter le cœur et on a besoin d'avoir les battements du cœur le plus bas possible pour commencer un combat, pour avoir la meilleure dépense d'énergie pendant les 15 ou 25 minutes de fight. Donc voilà, je pense que les deux gros avantages, c'est vraiment dans la confiance en soi et dans le fait de s'habituer à un environnement de combat. Ouais, s'habituer aux stimuli qui sont amplifiés et que tu n'as pas la chance de vivre à ton entraînement habituel dans ton petit gym avec les personnes que tu connais, devant les gens que tu connais, avec ton entraîneur, en ayant eu comme la petite routine parfaite que tu voulais juste avant ton entraînement. Là on te lance. Là, tu as un combat, puis tu dois comme performer maintenant dans les conditions qui te sont présentées. Est-ce que vous enseignez à visualiser aussi négativement, dans le sens de visualiser qu'est-ce qui pourrait tourner mal aussi? Oui, donc maintenant que je me renseigne là-dessus, je pense qu'il faut d'abord commencer par un côté très positif où tout va pour le mieux. Et effectivement, quand on a l'habitude et quand on est assez confortable avec une visualisation positive, je pense que c'est important de savoir visualiser des moments où ça ne va pas, mais surtout le comment on arrive à retourner la situation vers une victoire. Je pense que l'issue de chaque visualisation doit être une victoire. Et plus on a d'expérience dans la visualisation, plus on va pouvoir aller dans des situations compliquées où on va pouvoir visualiser une situation très compliquée où on a perdu les 2 premiers rounds, où on est sur le point de se faire prendre dans une soumission et de revenir dans le combat. Je pense que ça, c'est très important. Effectivement, il y a un côté très, très important à l'excès de positivisme, c'est de rester réaliste en gardant cette conscience de la visualisation n'est pas de la magie, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont allés trop loin dans the law of attraction et qui ont eu un retour dans la poire qui était assez compliqué. Ouais, juste de se dire que parce que j'y pense, ça va arriver, c'est se passer. C'est ça. Et justement, McGregor a été une grosse influence là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés trop loin dans la loi de l'attraction en se disant il suffit que j'en fasse beaucoup et que je vois cette réalité pour que ça arrive. Et puis quand ça n'arrivait pas, ils étaient complètement perdus en disant si ça fonctionne pas, alors je vais arrêter ma carrière. Ouais. Puis pourquoi ça fonctionne pas? Parce que je l'avais collé sur mon frigidaire, j'avais visualisé tous les jours. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une grosse aide de visualiser des victoires parce que on se sent à l'aise. Quand on est dans la situation, justement, ça revient à la confiance. Si on a visualisé qu'on était dans une situation compliquée et qu'on a remonté cette situation, on n'est plus dans l'inconnu. On a déjà vécu ça, entre guillemets, même si c'était, entre guillemets, virtuel.
Mais effectivement, il faut savoir accepter une défaite si elle arrive et pas remettre ça sur ah ben, pourtant j'avais vu que j'allais gagner. Mais je Donc pense voilà, que c'est ça que ça veut dire aussi méditation. C'est le mot en tant que tel veut vraiment dire se familiariser avec. Fait que c'est ça qu'on fait pendant qu'on médite. On se familiarise avec des choses, on se familiarise avec la personne qu'on a envie de devenir. Puis justement, on passe souvent à l'entraînement de contrôler ce qu'on peut contrôler. ouais. Et on amène souvent avec la respiration aussi, dans le sens que tu sais, quand ça va moins bien, bien, tu peux revenir te centrer sur toi puis te concentrer sur ta respiration parce que ça, tu peux, la plupart du temps, être en contrôle de ça. Est-ce que est-ce que vous enseignez ça, des techniques de respiration? Pour l'instant, pas spécialement. On en fait avant les combats. Généralement, mes athlètes qui sont les plus à même de mal contrôler leurs émotions ou d'être les plus stressés, je leur fais toujours faire des exercices simples de respiration pour effectivement avoir ce sentiment de contrôle et puis ce sentiment de vide aussi, de plus combattre, de plus penser au combat qui arrive. Et au final, c'est quand même compliqué de se concentrer juste sur sa respiration et de ne pas penser à quelque chose pendant qu'on se concentre sur la respiration. Donc, il y a plusieurs respirations un peu, on va dire, plus compliquées, non naturelles, qui permettent vraiment à l'athlète de revenir sur sa respiration et de retrouver un certain calme dans sa tête. Parce que ça m'a frappé comment on avait commencé à faire du jiu-jitsu un petit peu avant la pandémie. Puis de voir justement, il y en a qui étaient plus avancés, qui étaient en contrôle un peu plus de leur respiration, mais il y en a un avec qui j'ai fait un combat, puis je veux dire, il capotait vraiment. Là. Il avait de la misère à respirer, puis il était tellement pas en contrôle de ça. Puis on dirait que justement, si tu n'es pas en contrôle de ta respiration, puis tu respires d'une façon euh, qui te fait sentir en détresse, ben, tu es de plus en plus en détresse. Fait que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à partager, puis à ce que les gens tranquillement s'en rendent compte que de la façon que tu respires, non seulement à l'entraînement, mais 50 000 fois par jour, va déterminer l'état dans lequel tu es constamment. En fait. Fait que, je trouve que l'entraînement, c'est une bonne c'est une bonne opportunité de se rendre compte de ça. De fait, oui, je pense qu'en plus, il y a de plus en plus moi, sur Instagram, j'ai de plus en plus de quotes, de gens qui écrivent que voilà, si vous êtes stressé, prenez 1 minute de respiration, ça va faire diminuer la cortisol. Et je pense que c'est vrai, c'est quelque chose de super important de savoir se reconcentrer sur sa respiration. Et même pendant un combat, en jiu-jitsu, effectivement, quand on entend, c'est quelque chose qui a déjà été dit par des combattants, quand on est au sol, on entend la respiration de l'autre. Et quand la respiration de l'autre est plus saccadée ou plus rapide que la vôtre, ben, ça vous met plus en confiance parce que vous Mais dites, hein. bah, mon cardio est meilleur et je suis plus en forme que lui. Donc effectivement, c'est quelque chose c'est un petit plus, c'est un petit détail sur lequel qui peut faire la différence, surtout à un niveau élite. Ouais, je dirais même que c'est un gros détail parce que ça peut Oui, tout c'est ça. changer du fait que tu es peut-être dans une position hyper inconfortable, mais tu es capable de te ramener sur ce que tu contrôles, puis tu laisses aller ce que tu contrôles pas. Puis justement, en étant dans cette position inconfortable-là, en étant en contrôle de ta respiration, puis tu entends l'autre qui est dans une meilleure position que toi, mais pourtant qui est exténué, tu es comme, je vais juste lui donner une autre minute, puis après ça, je vais faire mon move. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ça joue clairement sur l'aisance dans le combat. Est-ce que quand vous entraînez des gens en MMA, est-ce que vous avez, mettons, une journée où là, on va pratiquer du jiu-jitsu, une journée où on va pratiquer du judo? Ouais. Oui, donc tout est programmé. Évidemment, nous, on a des jours assez précis. Donc, je suis pas présent aux entraînements du matin. Donc, les professionnels et compétiteurs s'entraînent les lundis, mercredis et vendredis matin juste entre eux. Donc, ça, c'est des cours fermés juste aux compétiteurs. Et on a aussi certains, on va dire, je vais appeler loisirs. C'est pas vraiment loisirs, ce sont des gens qui vont jamais faire de compétition parce qu'ils sont pas intéressés par ça, mais ils ont et le niveau et l'attitude pour rejoindre le groupe. Donc, ce sont des gens qui vont permettre à l'équipe de monter. Donc, ces 3 entraînements du matin sont assez libres, c'est beaucoup des mises en situation. Et là, ils ont le lundi, c'est du grappling, le mercredi, c'est des combats d'entraînement et le vendredi, c'est de la lutte. Moi, je donne cours les mardi, jeudi, soir et dimanche après-midi. Et là aussi, on a le mardi, c'est pied-point, le jeudi, c'est lutte et sol, et le dimanche, c'est combats d'entraînement. Donc, les élèves savent à l'avance à quel cours ils viennent. Et on essaie d'avoir des programmations assez réfléchies sur la progression des cours et avoir un lien entre le cours présent et le cours suivant. Est-ce que c'est toi qui fais la programmation ou vous êtes quelques cerveaux à penser à ça?
On est trois coachs, on va dire, dans l'équipe. Il y a Brian Boulan, donc le leader, qui lui s'occupe beaucoup plus de la partie lutte et grappling parce qu'il est infiniment meilleur que moi là-dedans. Il y a Tarek Ben Saïdan et moi-même qui nous occupons plus de la partie pied-point. Donc on s'occupe plus du mardi et du dimanche, alors que Brian évidemment doit aussi se concentrer sur sa propre carrière. Mais je pense que être coach et combattant, c'est ultra bénéfique. Parce que, Parce que ça te pousse à te renseigner. Le truc, c'est que dans l'équipe, on a plusieurs combattants professionnels. On a beaucoup qui sont à un assez haut niveau. Brian a, entre guillemets, je ne vais pas appeler ça de la concurrence, mais il doit donner cours à des combattants qui sont aussi loin que lui dans leur carrière. Et ce qui signifie qu'ils ont une connaissance aussi large et précise que lui-même. Et pour pouvoir continuer à donner des cours de qualité, il doit aller chercher des techniques que ces étudiants-là ne connaissent pas encore. Donc, je pense que c'est très, très intéressant d'être dans une équipe où on a des combattants qui sont au même niveau. De même que moi, en tant que coach, c'est très intéressant pour moi d'avoir des athlètes qui ont un niveau exponentiellement meilleur que moi en tant que combattant pour me pousser à continuer à me renseigner, à trouver des techniques qui vont leur apprendre quelque chose à chaque cours. puis, si disons, on revient un peu à tes débuts, pourquoi tu t'es lancé dans les sports d'arts martiaux? Pourquoi ça a été quelque chose qui t'a attiré? Euh, donc au début, c'est vraiment un choix de mes parents. J'avais 5 ans quand j'ai commencé le karaté, donc je me rappelle plus Ouais. vraiment des raisons. J'allais tous les jeudis parce que mes OK. parents me déposaient là et j'aimais bien les cours, donc ça me plaisait de le faire. Et quand j'avais 13 ans, je devais passer ma ceinture marron. Et une des règles, c'était qu'il fallait avoir 16 ans pour la passer. Donc là, je me suis senti face à un mur dans le sens où j'avais un certain niveau et pendant 3 ans, enfin, je veux dire, au karaté, la carotte au bout du bâton, c'est la ceinture. Donc si pendant Hmm. 3 ans, je peux pas avoir la ceinture du grade supérieur, ben, ça sert plus à rien. Donc j'ai voulu me diriger vers quelque chose d'autre et c'est là où j'ai commencé la boxe anglaise. Euh, Qu'est-ce parce que je qui est la voulais boxe anglaise? Pardon? Qu'est-ce que c'est, la boxe anglaise? C'est le sport de combat, le sport de combat où on n'utilise que les poings et on peut frapper au-dessus de la OK. ceinture. Donc, Floyd OK. Mayweather. OK. Parfait. OK. Voilà. Donc j'ai commencé ça et évidemment venant du karaté où on peut envoyer des kicks, je me sentais un peu frustré de pouvoir utiliser que mes mains. Donc j'ai transité vers la boxe thaïlandaise. Donc pour expliquer un peu, là on peut utiliser les coups de poing, les coups de coude, les coups de genoux et les kicks. Donc c'est aussi appelé the art of 8 limbs. Parce qu'on utilise les 8 membres et on peut frapper au-dessus et en dessous de la ceinture juste par l'entrejambe. Ouais. Donc j'ai commencé ça et en fait là où j'ai commencé la boxe thaïlandaise, il y avait du MMA. Donc il y a un jour où le cours de MMA commençait après le cours de boxe thaïlandaise, je suis tombé amoureux de ce sport-là. Donc c'est un peu comme ça que j'ai débarqué dans le MMA. Good. Puis, est-ce que tu crois que, en fait, qu'est-ce qui amène les gens à se lancer dans la MMA ou dans des arts martiaux, la plupart? Là? Si tu en as vu beaucoup, beaucoup des gens, mais qu'est-ce qui les amène à être intéressés par cet art-là? Je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs mindsets qui t'amènent à faire des sports de combat. Je pense que le premier, c'est souvent l'adrénaline. C'est un peu la même chose que ceux qui vont faire du saut en parachute. C'est contre-naturel de base, mais c'est quelque chose qui te force à passer une certaine barrière ou une certaine limite que ton cerveau t'avait imposée. Et je pense que la plupart des gens qui aiment un peu le challenge et la découverte vont se diriger facilement vers un sport comme le MMA, tout comme beaucoup d'entre nous ont eu l'expérience une fois de faire un saut en parachute parce que ça faisait partie de leur bucket list. Et après avoir essayé, ben, on y prend goût. Évidemment, le MMA est financièrement plus accessible que le saut en parachute, ce qui explique peut-être pourquoi on est plus à faire du MMA que du saut en parachute, je pense. Donc ça, c'est une des raisons. Il y a d'autres raisons, c'est simplement parce que le bouche à oreille fait que tout le monde a eu peur du MMA, mais en un moment, on tombe sur un coach ou un combattant qui dit « Ah ouais, mais t'es pas obligé de faire des combats si tu fais du MMA, tu peux juste venir à l'entraînement et puis c'est quelque chose où tu vas apprendre à être complet, tu vas apprendre plein de techniques, tu vas avoir un bon cardio, tu vas avoir une bonne souplesse, tu vas avoir une bonne force et je pense que c'est attractif parce que c'est un sport assez complet. Je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès du CrossFit notamment, c'est quelque chose
dans lequel les gens se disaient, ah ben, avec ça, je vais tout travailler, je vais être super complet, je vais pas être limité, c'est assez libre et ça attire pas mal les gens. Donc, je pense que la plupart, en tout cas chez nous en Belgique, là, je dirais qu'au moins 80% de ceux qui font du MMA ont commencé le MMA en se disant, je vais juste aller pour apprendre des techniques, pour avoir confiance en moi, pour apprendre à me défendre et pour être assez complet physiquement. Et c'est après qu'ils se sont dit, ah tiens, je ferais bien un combat. Je pense qu'il y en a très très peu qui commencent en se disant, ah ça m'excite de pouvoir combattre. Même s'il y a un certain pourcentage qui a juste envie de combattre parce qu'ils ont besoin de se défouler et parce que prendre un coup dans la tête, ça leur fait pas peur. Moi, j'en fais pas partie, moi, ça me faisait peur. Ouais. Ouais. C'était ma prochaine question. Tu sais, je me demandais vraiment si c'était moi qui étais spécial ou de m'imaginer me faire tabasser, ça me fait peur. Non, non, M'imaginer, écoute, ouais. Tu sais, on a, on- j'ai peur un peu de cette douleur-là, on dirait. on est énormément à avoir cette crainte-là, et je pense qu'il y a même encore des combattants professionnels, même à l'UFC, qui ont encore cette crainte de prendre des coups dans la tête. On le voit lors de sparring, tu as toujours des réflexes un peu naturels de fermer les yeux ou de tourner la tête dans le mauvais sens, même chez des professionnels. Je pense que cette crainte est toujours là, mais la passion que tu peux ressentir pour ce genre de sport va souvent au-delà de cette crainte. Et en fait, assez rapidement en MMA, on se rend compte que à terme, recevoir des coups au visage, c'est pas spécialement ce qui fait le plus mal. Je pense que tu peux demander à n'importe quel combattant le choix entre un coup dans le front ou un coup dans le foie. Le choix sera très, très vite fait. Et puis, il y a un certain apprentissage progressif. Je pense que si tu te retrouves dans un bon club qui te fait pas rentrer dans un sparring trop tôt et qui te met dans un sparring avec des gens de ton niveau et qui t'évolue comme ça et que tu as confiance en les personnes avec lesquelles tu bosses, mais très rapidement, tu te rends compte que tu n'as jamais mal. Moi, après un sparring, maintenant, j'ai mes partenaires en lesquels j'ai confiance. Je vais jamais me faire mal, que ce soit aux jambes ou à la tête ou au corps. Et ça donne envie de se tester. Après, quand on fait des beaux sparring et qu'on gagne les sparring ou qu'on se défend bien, ça donne vraiment envie de passer l'étape suivante et d'aller faire de la compétition. Et on n'a plus cette crainte de douleur ou de quoi que ce soit. Donc je pense que Processus. c'est ça, c'est tout un processus. Brian aussi, c'est pareil, il avait commencé les sports de combat et arts martiaux parce que c'était quelqu'un qui avait peur des conflits et qui fuyait souvent les bagarres, etc. Et il voulait avoir une certaine confiance en lui dans ce type de situation parce que même si tu les évites toute ta vie, il y a toujours un risque où tu seras confronté et que tu n'auras pas le choix. Et autant être préparé. Donc, je pense on est vraiment beaucoup dans ce cas où on a commencé en ayant une crainte monumentale des frappes. Mais heureusement, on s'est retrouvé dans un club qui avait un module d'apprentissage ou un processus d'apprentissage vers des sparring un peu plus réalistes. Mhm. Et puis, comme tu disais, l'importance d'avoir un partenaire qui respecte la personne que tu es maintenant, qui comprend les limitations, puis qui cherchera pas à juste te taper le plus vite possible ou à te mettre KO aussi rapidement que possible sans que toi, tu comprennes rien. Et je trouve beau C'est l'échange qu'il peut avoir entre deux personnes qui sont à un niveau complètement différent, mais qui comprennent qu'ils sont là tous les deux pour apprendre. Puis si, disons, ben, t'enlèves une personne, ben, tu fais juste du shadow, comme tu disais tantôt. Non, j'aime énormément ce que tu dis parce que je le répète souvent avant les sparring et c'est très important. Je pense que dans tous les sports, c'est quelque chose que tous les coachs doivent faire, c'est mettre les objectifs de la session. Et effectivement, les objectifs d'un sparring, c'est que les deux partenaires s'améliorent. Ça va pas dans un sens, ça va dans les deux sens. Et tu sais pas t'améliorer si tu mets KO ton partenaire après 13 secondes parce que tu pourras plus t'entraîner sur la Ouais. suite. Il aura plus confiance en toi et parce que les autres n'auront plus confiance en toi et après ça, tu te retrouveras tout seul. Donc, je pense que ça, c'est très important. C'est effectivement de construire une confiance avec des partenaires. Et ça, c'est un de mes plus gros challenges en tant que coach. C'est lors des sparring avec des débutants ou avec des non-initiés ou même avec des plus avancés, mais qui ont encore du mal à contrôler leur frappe, c'est de mettre deux personnes l'une avec l'autre où ils vont se taper dessus et leur apprendre à communiquer pendant le sparring. J'ai toujours dit que celui qui veut aller le moins fort, c'est celui qui l'emporte. Donc, si ton partenaire va trop fort pour toi, c'est pas à toi à égaler son niveau.
c'est à lui à descendre au tien. Parce que si toi, tu essayes d'égaler le sien et que tu vas un peu trop fort, ben, c'est là où ça monte. Et puis, c'est là où on a déjà eu des situations où deux gars ont enlevé leurs gants pour se rentrer dedans sans gants. Nous, ce qu'on fait dans notre club, c'est on bannit les deux directement. Il y a pas de seconde chance. Donc, ça aussi, je le rappelle, tous les dimanches avant les sparring, il y a une prise de tête entre deux athlètes. C'est leur faute à tous les deux, pas qu'à un seul. C'est la faute de tous les deux parce qu'il suffit de communiquer. Et en cas de bagarre, je m'en fous que le gars soit inscrit depuis 5 ans dans la salle. Il sera viré et banni. Tu vois, c'est une belle philosophie que tu peux amener à l'extérieur aussi. Oui. Ah oui, des belles leçons de vie, justement. Je pense qu'on peut apprendre, tu sais, si ça fait 5 ans que tu es là, ben, on te l'a dit au début, si ça arrive, tu sors, c'est fini. Puis je pense que les arts martiaux peuvent nous apprendre tellement de leçons de vie, justement, qu'on peut amener vers l'extérieur après. C'est le sujet de mon deuxième livre, en fait. C'est tout ce que le MMA m'a appris et que j'ai pu introduire dans ma vie de tous les jours. Donc, je suis en train de l'écrire. Wow. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer du MMA. Ne fût-ce que, effectivement, celle-ci, c'est que dans beaucoup de situations dans la vie de tous les jours, on peut avoir des deuxièmes, des troisièmes chances, mais il y a certaines situations extrêmes où on n'en a pas. Donc, notamment un sparring qui part en bagarre, chez nous, il n'y a pas de deuxième chance. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent d'être un peu plus laxiste là-dessus. Et je dis, c'est comme dans la vie de tous les jours, je sais pas, dans 75% des couples, si tu trompes ton mari ou ta femme, ben, t'as pas de deuxième chance. Et c'est une situation de la vie, c'est une réalité. Si tu connais la limite à l'avance, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même d'avoir dépassé cette limite. Puis, je crois que, tu sais, en settant la limite comme ça, bien, il y a plus de... Tu viens vraiment de définir, toi, qu'est-ce que tu tolères dans ta vie? Tu sais, justement, si tu dis, bon, ben, nous, les bagarres, non, c'est pas permis, mais si tu tolères justement qu'il y ait une bagarre de temps en temps, ben, c'est comme si tu disais à tout le monde, ben, nous, c'est correct pour nous, on fait attention, mais on tolère ça. Par ça, on dirait que cette philosophie-là, comme on parlait tantôt, ben, va s'en aller un petit peu va s'éparpiller dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas tolérer? Juste un petit peu plus de peur de, comme, justement, blesser la personne que ça fait 5 ans qui est là. Puis tu deviens de plus en plus, disons, flexible dans la personne que tu es. T'as plus... Ça, tes barrières sont plus là. Tu te dissipes un peu. Ouais, exact. Je pense que c'est très important pour toutes les équipes, et que ce soit dans le sport ou même dans les entreprises, c'est d'avoir des règles et des limites. Il y a des chartes de vie, des chartes d'entreprise, des règles où on connaît à l'avance quelles sont les fautes graves et quelles sont les fautes moins graves. Chez nous, je pense que ce genre de valeurs, enfin ce genre de règles, ça définit nos valeurs. Donc voilà, chez nous, effectivement, on est une équipe où on cherche à ce que tout le monde s'améliore et tout le monde se sente bien dans l'environnement d'entraînement. Et on veut maintenir ça. Je pense que le système de pommes pourries dans chaque club et dans chaque entreprise, ça existe. Et si on commence à tolérer ce genre de choses, c'est parti pour évoluer vers quelque chose de très négatif. Ouais, parce que du moment qu'on les tolère, ben, on est plus propice à les avoir dans notre vie, en fait. Si on les tolère pas, puis ça sort directement, c'est fini. Tandis que si tu te mets à tolérer une petite chose, ben, elle va se représenter jusqu'à temps que... Ça devienne une grosse chose. C'est ça, jusqu'à temps que tu décides d'arrêter de tolérer ça. Je pense qu'on a la vie qu'on tolère. On a... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Oui. Ouais. Tu sais, de juste comprendre ça, on dirait que des fois, on peut penser que c'est ultra compliqué, puis on veut se mettre des règles, mais juste de savoir que pourquoi ça s'est passé, mais c'est parce que tu l'as toléré, puis parce qu'il y a probablement autre chose que tu as toléré avant. Puis dans l'autre sens aussi, je pense que on vit la vie qu'on a créée présentement. Là. Fait que, si tu n'es pas où est-ce que tu as envie d'être, ben c'est toi. Là. Tu peux changer ça à tout moment. Fait que si tu as envie de te retrouver ailleurs, ben, c'est dans ton pouvoir de changer tes actions puis aller vraiment où tu veux aller. T'sais. Oui, c'est ça. J'avais fait un podcast il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui aime bien cette expression, c'est reprendre sa vie en main. C'est vrai que si tu prends pas ta vie en main et que tu fais pas les choix pour ta propre vie, quelqu'un ou quelque chose va définir ta vie et ce sera pas spécialement celle que tu as envie. Vraiment. Tu vas être maîtrisé et gouverné par les autres. Oui, c'est ça. Et généralement, c'est bizarre, mais généralement, ceux qui définissent pas eux-mêmes leur vie tombent automatiquement sur des manipulateurs. Et ça, c'est le début de la progression vers une dépression. Ouais, tu vis pas la vie. Tu vis pas ta vie, en fait. Tu vis la vie des autres.
Il y a, j'ai commencé à écouter un podcast ce matin qui est de Boyd Varty. Puis ce gars-là, c'est un tracker. Donc, il suit des lions dans la savane. Puis, ce qu'il disait, c'est que les animaux sont ultra honnêtes. Puis, ils mentent pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont offrir des signaux si tu es prêt à les écouter pour éviter le combat. Okay? Puis, disons, si tu prends un lion, bon, ben, si tu t'approches trop, puis tu t'approches encore, puis tu t'approches encore, mais il va y avoir plusieurs signaux. Puis, j'ai pas écouté assez son podcast pour savoir c'est quoi les signaux, mais bref, il va t'en donner, puis ils sont clairs. Mais si toi, tu y vas comme ça, puis tu continues parce que tu veux te rapprocher, ben, à un moment donné, il va être trop tard, puis tu n'auras pas le choix d'avoir une confrontation. Puis, il dit les plus grands maîtres d'arts martiaux, ben, c'est ceux qui sont capables justement de reconnaître ces signaux-là, puis de s'enlever, de se retirer au bon moment. Juste avant de passer la ligne, puis de te retrouver contre justement un lion enragé qui, lui, tout ce qu'il veut, c'est te mordre la tête. Puis je trouvais ça comme spécial que j'ai écouté ça ce matin, qui a pas vraiment de lien avec les arts martiaux, puis que là, on parle ensemble d'arts martiaux, puis de comment éviter un petit peu les conflits, puis qu'est-ce que tu tolères dans ton gym. T'sais. Oui, je pense qu'il y a une super analogie entre ce que tu viens de dire et l'ego aussi. L'ego dans les sports, dans n'importe quel sport, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et surtout dans les sports tels que le MMA où le but c'est de s'imposer sur l'autre. Effectivement, savoir se reculer et reconnaître une défaite, c'est très important. Et on voit d'ailleurs ce problème sur à quel moment prendre sa retraite. C'est un gros problème en MMA parce que autant au foot, prendre ta retraite 2 ans trop tard, c'est pas trop grave parce que tu vas juste faire 2 mauvaises saisons. Autant en MMA ou dans n'importe quel sport de combat, prendre ta retraite trop tard, ça veut dire prendre plusieurs KO que tu aurais pu éviter en prenant ta retraite au bon moment. Et il n'y a rien à faire. Autant on essaie d'avoir une communication sur le fait que le MMA, c'est pas mauvais pour la santé. On est tous réalistes sur le fait que prendre des coups dans la tête, c'est pas bon et subir des KO, c'est très mauvais. Donc effectivement, c'est souvent l'ego qui fait que les gens continuent leur carrière alors qu'ils devraient arrêter parce qu'ils se sentent ou se croient encore capables de gagner des combats au plus haut niveau. Et généralement, ces gens-là finissent leur carrière avec 5 KO pris sur 3 ans, ce qui est très mauvais sur le long terme. Moi, quelque chose que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'une carrière, c'est 15 ans maximum. L'espérance de vie, c'est 75. Donc, on fait le calcul si est-ce que 15 ans d'une vie, une 15 ans de carrière, est-ce que ça vaut la peine d'entacher les 60 ans restants? Il y a une vidéo que j'avais vue qui avait été publiée par Joe Rogan il y a peut-être 3 mois. Puis c'était un entraîneur qui parlait avec son combattant, son athlète. Puis il était en plein milieu d'un combat, puis il lui disait là, je vais jeter la serviette, on va arrêter ça parce que tu manges trop de coups, c'est rendu dangereux. Puis là, tu voyais, la personne n'était plus là. Est-ce que tu l'as vu, ça? Non? La personne avait les yeux ouverts, mais tu sais, voyait pas du tout l'entraîneur, mais il faisait juste non de la tête, puis il voulait continuer, puis il voulait continuer, puis il voulait continuer. Puis, juste avant que le combat recommence, ben, l'entraîneur a pitché la serviette, parce que il a dit, si jamais il t'arrive quelque chose de mal, ben, je pourrai jamais me le pardonner. Puis, ben, le lendemain, cette personne-là est décédée parce qu'elle a mangé trop de coups pendant le combat, parce qu'elle refusait d'arrêter. Donc, je pense que vous avez un rôle qui est ultra difficile, les entraîneurs. Vous êtes vraiment à l'extérieur. Vous savez à quel point que c'est important pour votre athlète. C'est le moment le plus important de sa vie, peut-être. Puis là, toi, tu es là, puis tu lui dis, ouais, reviens un petit peu ici, puis peut-être juste arrêter. C'est peut-être le moment là où est-ce que tu as juste besoin de te retirer, puis comme on parlait tantôt d'une phase peut-être un petit peu plus basse, puis de refaire ses forces, parce que si jamais tu t'écoutes pas les autres aussi qui sont à l'extérieur de la situation pour te donner des conseils, mais je pense que tu t'enlignes pour peut-être des catastrophes comme celle-là. Non, c'est sûr et certain que le coach a un énorme rôle là-dedans, parce qu'effectivement, c'est très rare qu'un combattant va abandonner par lui-même. Je crois que c'est quasi du jamais vu. Et on a eu beaucoup le cas en boxe anglaise cette année et l'année passée où il y a eu des décès.
c'est vrai que les décès en boxe anglaise sont assez récurrents. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est assez incroyable de voir des coachs qui laissent leurs combattants continuer alors qu'ils ont perdu les 8 premiers rounds et qu'il en reste que 2 et que tu vois absolument pas comment ils pourraient retourner la tendance et gagner par KO. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle prendre des coups inutiles. Donc le rôle d'un arbitre en MMA est primordial pour la safety des athlètes. Mais moi j'ai toujours trouvé ça ultra respectable et ultra beau quand un coach jette l'éponge au bon moment, ni trop tard ni trop tôt. C'est rare, mais j'en ai déjà vu un qui l'avait fait en Belgique et j'étais allé le voir directement après l'événement. J'étais speaker à cet événement-là et j'étais allé le voir pour le féliciter de son geste parce que c'est quelque chose que, selon moi, il faut encourager. Ouais, En MMA, on a déjà vu des athlètes qui ont râlé sur leur coach. C'est assez rare, jeter l'éponge. On a déjà vu des athlètes qui ont râlé sur leur coach parce qu'ils disaient qu'ils préféraient quitter la cage en étant inconscients. Mais je pense que sur le long terme, ces athlètes-là vont remercier leur coach par la suite. clairement. Euh, Tantôt, tu parlais de Georges Saint-Pierre. Ouais. Pour nous, on le connaît aussi, mais peut-être pas autant que toi. Quelle qualité t'aimerais, tu aimerais avoir de lui ou que tu trouves qu'il rend, tu sais, Georges Saint-Pierre? Tu l'as dit tantôt, c'est une des personnes que tu idolâtres un petit peu le plus dans le monde de la MMA. Ben, quelle qualité de lui t'impressionne la plus? Franchement, il y en a tellement. Pour moi, il a que des qualités. C'est pas mon combattant préféré de tous les temps pour rien. Mais je dirais que sa capacité à innover est vraiment une grosse qualité. Donc, c'est quelqu'un disons que le MMA était un sport nouveau quand lui était élite. Et le système, je vais pas dire le système américain, mais la promotion de l'UFC montrait des gens qui s'entraînaient tous de la même manière, à pousser des poids et à taper dans un sac et à faire leur sparring. Et Georges Saint-Pierre a vraiment été un des premiers qui prenait une alternative d'entraînement où il intégrait de la gymnastique et des types d'entraînement bien différents et qu'on ne voyait pas ailleurs. Et je pense que Georges Saint-Pierre est un des premiers à avoir vraiment réfléchi à quel est mon objectif, à vraiment mettre tout ça sur papier, quel est mon objectif, comment je peux atteindre cet objectif de la manière la plus efficace. Et je pense qu'il réfléchissait également de manière au niveau de la santé. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait s'entraîner de manière saine et qui voulait s'entraîner sans abuser de son corps pour pouvoir avoir une longévité par la suite. D'ailleurs, on voit, il a pris sa retraite en MMA, mais il continue à s'entraîner comme s'il avait un combat. Il a toujours un physique au top et son cerveau, il est complètement en place. Il a développé un style de combat où il prenait peu de coups. Donc, je pense que une de ses grosses qualités que j'apprécie énormément, c'est sa capacité à innover. Évidemment, sa discipline fait partie des grosses qualités. J'ai écouté son podcast justement sur le Joe Rogan, c'était il y a 3 ans, je pense. Il expliquait qu'au début, il faisait des trajets de Montréal jusqu'à New York pour aller s'entraîner et il suivait les camions de près pour dépenser moins d'essence parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais son mind est vraiment incroyable. Pour tous ceux qui n'ont pas lu son livre, je le recommande vivement. C'est un livre qui ouvre les esprits, qui motive, qui inspire. C'est vraiment génial. Donc voilà. Est-ce que tu sais si c'était un des premiers justement à aller voir un peu les maîtres dans chaque sport, en se disant, le prochain combattant qui est bon en boxe, fait que je vais aller voir quelqu'un pour être encore meilleur en boxe. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui se challengeait beaucoup et c'est vrai on l'a vu s'entraîner avec les élites et les numéros 1 de beaucoup de disciplines. Même, je pense encore avoir vu des photos de lui avec des champions du Glory, qui est la plus grosse promotion de kickboxing, après sa carrière. Et je pense il a un réel génie pour ce sport et même un génie de vie simplement. Euh, il a arrêté quand même pendant 4 ans et il est revenu. Il a gagné la ceinture dans la catégorie au-dessus de celle dans laquelle il avait été champion pendant presque une décennie. Voilà, je pense que ça prouve aussi le personnage. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de mettre un terme à leur carrière et de revenir 4 ans plus tard pour gagner une ceinture dans une division différente. Donc, Ouais, parce que crois-tu que les gens qui arrêtent, ils arrêtent au complet, ils arrêtent l'entraînement, ils arrêtent le développement personnel, ils arrêtent d'aller chercher
disons, le savoir de ces maîtres-là? Est-ce que c'est un sport que tu poursuis? Ou? Certainement, je pense qu'il y a des deux. Il y a vraiment des gens qui vont arrêter complètement, il y a des gens qui vont continuer. Certains, ce sera une question d'ego. D'autres, ce sera une question. Par exemple, on prend Mike Tyson, il a une raison assez simple. Il fait plus jamais de boxe anglaise parce qu'il sait que s'il commence à retaper dans des sacs, il va vouloir combattre. Il a un esprit très compétitif et donc il veut plus s'entraîner en boxe anglaise. Par contre, il a la conscience d'esprit qu'il doit continuer à s'entraîner parce qu'il a eu un train de vie où il dépensait beaucoup de calories chaque jour, où il a un régime alimentaire qui est adapté à un sportif. Et c'est important pour lui de continuer à travailler, sinon il va devenir comme Maradona. Donc voilà, je pense que pour tout combattant, c'est très important de soit de garder la passion, mais faire la paix avec le fait qu'on ait pris sa retraite, soit de trouver un nouveau sport dans lequel on s'épanouit tout autant et qui soit reposant pour le corps, parce qu'après une carrière de MMA, je pense que le corps souffre beaucoup, qu'il y a beaucoup de blessures qui traînent. Et donc voilà, je pense qu'il y a un peu de tout, mais c'est très important de garder une vraie activité. Et surtout, une fois qu'on a pris la décision de prendre sa retraite, de soit de s'y tenir, soit de revenir, mais correctement. On a quand même beaucoup d'athlètes qui prennent leur retraite à chaud, juste après une défaite dans la cage, et qui reviennent quelques mois après dans la cage. J'ai rien contre ça, je comprends très bien qu'après une défaite, les émotions ont été. Mais voilà, une retraite, ça se gère. Et c'est vrai que autant il n'y a pas de livre sur comment gérer la réussite, autant il y a très peu de livres et de formations sur comment gérer un après-carrière de notoriété aussi. Et je pense qu'un point très important, c'est de garder une structure de vie et notamment baser cette structure de vie sur une continuité d'entraînement. Finalement, pas seulement l'amour de la compétition, puis de gagner, mais un amour d'apprendre, puis de continuer à bouger. Un amour pour le mouvement, un amour pour l'art, plutôt qu'un amour pour la victoire. Oui, tout de fait. Mais voilà, par exemple, Georges Saint-Pierre, c'est un amoureux du sport avant d'être un amoureux de la compétition. C'est vrai que ceux qui sont amoureux de la compétition, c'est un peu plus compliqué pour eux de continuer le sport dans lequel ils étaient compétitifs parce qu'ils n'ont pas spécialement la passion. Mais je pense que tout le monde qui a fait du sport dans sa vie est capable de se rediriger vers un autre sport qui va lui rallumer une flamme. Et c'est évidemment primordial parce que l'activité physique est bonne pour la santé et une carrière sportive à un niveau aussi élite n'est pas spécialement bonne pour la santé. C'est trop extrême. On a plusieurs études qui tendent à le prouver. Donc, je pense que c'est important pour un ancien compétiteur dans n'importe quel sport à un niveau élite qui a vraiment fait endurer des douleurs et trop gros efforts à son corps de se rediriger vers quelque chose de plus calme et de plus formateur pour le cardiovasculaire, les poumons et les muscles. Donc, je pense qu'on pourrait finir sur la retraite et se retirer nous aussi. Savoir quand, le bon moment. Merci d'avoir été avec nous, Chris. Puis, est-ce que tu aimerais dire un certain mot de la fin, quelque chose qu'on ne t'a pas posé comme question, mais quelque chose que tu penses qu'il est important de partager en tant que coach, en fait? Pas spécialement. Par contre, hier, en suivant une formation, j'ai entendu une phrase qui était assez sympa, donc je voulais la partager. Donc, ça disait que l'activité physique ajoute des années à notre vie, mais que il faut pas oublier que l'activité physique ajoute aussi de la vie à nos années. Et je trouvais ça très beau. Donc voilà, tous ceux qui écoutent le podcast et qui manquent peut-être de motivation ou quoi, n'hésitez pas à commencer petit et à trouver le plus important, c'est de trouver ce qu'on aime. Donc ça peut être n'importe quel sport. Le but, c'est de pas tous les essayer, mais d'en essayer jusqu'à trouver sa passion et de faire ça régulièrement parce que voilà, le but d'une vie, c'est de vivre, c'est de mourir le plus tard possible. Et clairement, le sport, comme la nutrition et la gestion du stress et plein d'autres choses, ben, sont des éléments qui ont une grosse influence sur et la qualité de la vie et la longévité. Puis, où les gens peuvent te retrouver? Alors, le plus simple, enfin, ça dépend, hein, il y a Facebook, Instagram, j'ai le même nom partout, donc c'est Chris Miles MMA. Et j'ai un site web aussi, c'est chrismilesmma.com. Cool, c'est simple. Nice. Voilà, c'est ça. Merci, Chris. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler un de ces quatre, puis savoir
comme entendre ta progression. Puis j'espère qu'à un moment donné, tu vas porter cette casquette-là de coach à temps plein. Avec grand plaisir, c'était vraiment super chouette d'avoir cette discussion avec vous. Je suis assez content d'être tombé sur des gens qui communiquent positivement et qui vivent aussi de leur passion. Donc, c'est très inspirant. Merci pour l'invitation. Il faut remercier François Thomas de nous avoir mis en Certainement. contact. Bien joué. Et j'espère qu'on pourra refaire un podcast à l'occasion. Ça m'a vraiment fait plaisir. Certain. Merci, Chris.